Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la métabolisation hépatique. C'était un des deux premiers chapitres que nous devions voir et je vais démarrer par d'abord expliquer de façon générale ce que c'est que la métabolisation et ensuite on ira un peu plus dans les détails, ça semble logique. Donc déjà ce terme de métabolisation, on l'avait vu en anatomie et c'est de façon générale, l'activité chimique d'une cellule, ce sont les différentes réactions qui ont lieu dans la cellule pour produire l'énergie, pour utiliser l'énergie, pour la production de protéines, etc., pour la dégradation. Ici, on est dans une métabolisation hépatique, c'est-à-dire la métabolisation du foie. Et pour être plus précis, on devrait parler de la métabolisation hépatique des médicaments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces médicaments vont subir des transformations chimiques quand ils vont passer dans le foie. Par exemple, je vais prendre une autre feuille. Donc ici, c'est un peu le petit carnet. Euh, je vais dessiner une molécule que normalement vous avez vue dans la vidéo précédente. Ouais, j'ai oublié d'inclure ça. Voilà. Et ce que je vais dessiner, c'est une molécule d'aspirine, l'acide salicylique, acétylsalicylique. Voilà, pour la fonction acide et la fonction acétyle, que voilà, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à l'aspirine quand elle va passer dans le foie? Donc, on verra après à quel moment elle passe, etc. C'est pas ça la problématique, c'est qu'est-ce que c'est que la métabolisation hépatique. Donc, si on dit que l'aspirine se fait métaboliser par le foie, par exemple, ça va couper la molécule à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce que va faire le foie? Grâce à des enzymes, il va modifier la structure chimique de l'aspirine, du médicament, et de cette manière, en fait, il va... Oui, excusez-moi, je dessine comme ça parce que c'est à ça qui ressemble en réalité. Donc, voilà. Donc, on voit qu'on n'a plus du tout la même. On a modifié la clé. Vous vous souvenez, les actions chimiques sont liées à des clés sur des serrures ou des clés sur des enzymes. Et ici, on a modifié la clé. Donc, on aura une activité nulle pour ce composé-ci. Alors, je vais le remodifier. Voilà. Donc ici, on peut dire qu'on a ce qu'on appelle on a deux métabolites. Donc un métabolite, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule qui s'est fait métaboliser par le foie, c'est-à-dire une molécule pour laquelle le foie a modifié la structure chimique de cette molécule. Donc on voit bien que mon aspirine, elle ne ressemble plus à la molécule de base, hein, il lui manque un petit bout, on le voit ici. Donc, elle s'est faite métaboliser par le foie. Ça va pour ces définitions. Donc, la métabolisation hépatique, c'est la modification structurelle d'un médicament par le foie. Et un métabolite, c'est un médicament. Pour nous, dans le sens dans ce cours-ci d'études du médicament, c'est une substance, un médicament qui a été modifié structurellement par le foie. Voilà. Alors,
Maintenant, on va retourner à notre écrit. Donc, le métabolisme des médicaments a deux conséquences importantes, c'est-à-dire que la modification de la structure des médicaments a deux conséquences importantes. La première, c'est que le médicament devient plus hydrophile. Donc, ça veut dire quoi? Que le médicament va être rendu plus soluble dans l'eau. Pour quelle raison? Pour accélérer, pour augmenter la quantité de métabolites qu'on pourra stocker dans l'urine et ainsi les éliminer. C'est-à-dire que le médicament devient plus hydrophile. Ça a quoi comme conséquence? Ça accélère son excrétion par le rein. Donc, la première conséquence du métabolisme, ou la première action du métabolisme, c'est d'accélérer la vitesse d'élimination d'un médicament. Je vous l'ai déjà dit, hein, l'organisme n'aime pas les molécules étrangères, donc il va tout faire pour accélérer son élimination grâce à la métabolisation. Alors, deuxième conséquence, c'est que les métabolites sont habituellement ou presque toujours moins actifs que le médicament. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, vous savez bien qu'il y a toujours des exceptions. Et l'exception la plus connue, c'est notre ami le diazépam. Alors, qu'est-ce que c'est que le diazépam? Il est ici. Donc, c'est un médicament qui est utilisé dans les troubles, qui est indiqué dans les troubles de l'anxiété. C'est un benzodiazépine, c'est un anxiolytique hypnotique. Et notre ami le diazépam, quand il est, comment dire, quand il est métabolisé par le foie, il va se transformer en deux molécules, deux métabolites, qu'on appellera le nordiazépam et l'oxazépam. Ces deux ces deux métabolites sont des médicaments qui sont toujours actifs. Donc en fait, voilà, je regarde après la structure du diazépam. Donc je vous le mettrai, hein, la métabolisation du diazépam. Vous savez quoi? On va quand même... non, ça va être un peu exagéré. Euh, donc, on va laisser comme ça. Donc en fait, le diazépam va être métabolisé en deux métabolites. D'accord? Et ces métabolites ont des noms. Ici, on va les appeler le nordiazépam et oxazépam. Et ces deux métabolites sont, pour cet exemple, hein, c'est très rare, en fait deux molécules qui sont aussi actives que le diazépam. C'est-à-dire, qu'est-ce que va faire le foie? Le foie, il voit arriver la molécule de diazépam, il se dit je vais te métaboliser pour t'évacuer. Mais malheureusement, les réactions qu'il fait subir au diazépam rendent le nouveau composé, le métabolite, tout aussi actif que le diazépam. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ça va avoir que la durée d'action du diazépam sera très importante, puisque généralement, les métabolites sont moins actifs que le médicament. C'est-à-dire que la métabolisation a pour conséquence de diminuer ou de stopper l'activité du médicament.
Donc ici, on va avoir deux molécules actives, nordiazépam et oxazépam. Je vous mettrai en lien les deux molécules pour ceux qui veulent voir ce qu'il se passe. Donc, pour résumer un peu tout ça, le métabolisme des médicaments a deux conséquences. En fait, on va accélérer son excrétion, l'élimination du médicament, en le rendant plus hydrophile. Et également, les métabolites sont presque toujours moins actifs que le médicament. Donc, ça va avoir quoi comme conséquence? Que même qu'une fois que le médicament a été métabolisé, l'activité va diminuer. Donc l'activité du médicament va diminuer progressivement. C'est ce qu'on ressent quand on prend un médicament. Après quelques heures, il n'agit plus. C'est une des raisons, une des conséquences de cette métabolisation. Donc maintenant, par exemple, quand vous prenez une aspirine et que vous dites ah son action diminue, vous savez pourquoi? Parce que les molécules d'aspirine se sont faites métaboliser et elles ont en fait leur action a diminué puisque la quantité de molécules actives a diminué dans le sang. Alors, après cette introduction, donc je vous demanderai juste de savoir me citer les deux conséquences importantes. On va voir en fait comment ces métabolisations ont lieu au niveau du foie. Alors, ça va avoir lieu avec deux phases, d'accord? On aura les réactions de phase 1. J'ai perdu mon... Je suis là. Les réactions de phase 1 et bien entendu les réactions de phase 2. Alors, en gros, les réactions de phase 1, ce sont des réactions, ce sont des transformations chimiques. Donc, on va avoir ici une transformation. Donc, c'est une réaction chimique. On va transformer la molécule. Et ici, la réaction de phase 2, on va avoir, c'est une phase d'addition. Donc, on va venir ajouter un petit morceau à la molécule ou au métabolite. Donc, les réactions de phase 1 vont toujours appliquer une transformation ou une biotransformation, parce que ça se fait dans l'organisme, du médicament en un métabolite plus polaire. Ça, c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on a expliqué. Comment ça va se faire? En fait, on va modifier structurellement un médicament. C'est-à-dire qu'on va introduire ou on va démasquer un groupement fonctionnel pour le rendre plus hydrophile. Alors, vous en avez vu à des groupements fonctionnels en chimie. Par exemple, on a le groupement OH, ça c'est un alcool, vous vous souvenez? NH2, ça c'est un groupement amine. Et SH, c'est un groupement de type thiol. Alors, si on veut revenir, je veux un peu vous expliquer. Par exemple, on veut, par exemple, faire la réaction, on veut démasquer un groupement fonctionnel. Ici, on l'avait fait avec l'aspirine. Hop là, excusez-moi. On l'avait fait avec l'aspirine, mais je vais le refaire. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que ça va pas. Voilà. O, OH, O, CH3. Si je veux démasquer, en fait, je vais
faire apparaître un alcool ici. Donc je vais rompre comme on a fait tout à l'heure, hein, et je vais alors démasquer la fonction alcool qui est nettement plus hydrophile que la fonction ester. Voilà pour un. Donc je fais apparaître ma fonction alcool. Donc j'ai démasqué ici ma fonction OH. Je peux également introduire un substituant. Donc je vais vous montrer dans une molécule, je vais reprendre le benzodiazépam, hein, et je vais introduire sur un cycle à 7 pièces. C'est pas très marrant à dessiner. Voilà, ici je vais au groupement aryl encore. Voilà. Et je vais, ici j'ai un CH3, excusez-moi, et je vais faire une réaction, je vais introduire, on va faire une introduction. Et je suis obligé de redessiner la molécule, c'est les joies de la chimie organique. Hop. Et j'oublie pas mon petit CH3. Et qu'est-ce que je vais introduire? Je vais introduire par exemple un groupement OH. Et ce composé ici, il est plus polaire. Et celui-ci, il est plus polaire, c'est-à-dire que sa vitesse d'excrétion, sa vitesse d'élimination sera accélérée puisque je pourrai avoir une concentration plus élevée de ces molécules dans les urines. Voilà. Donc je vais revenir à nos moutons. Donc les réactions de phase 1, ça implique une biotransformation du médicament en un métabolite plus polaire en introduisant ou en démasquant des groupes fonctionnels. Il suffit de juste de me dire ça et je serai très heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de réaction qui vont permettre d'obtenir ces groupements fonctionnels? On a des réactions, je vais pas d'une couleur, voilà. On a des réactions d'oxydation, des réactions de réduction et des réactions d'hydrolyse. Donc ce sont des noms de réactions chimiques, ce sont des grandes familles. On va revenir aux réactions d'oxydation, parce que c'est la classe, c'est les réactions qui sont les plus communes. Et elles sont catalysées, donc ces réactions sont obtenues grâce à une classe importante d'enzymes. Ces réactions d'oxydation sont liées à l'activité d'une classe d'enzymes qu'on va appeler les oxydases à fonction mixte. Nous, on va utiliser leur petit nom, c'est les cytochromes P450. Et croyez-moi, les pharmaciens les connaissent. Alors, en fait, on a de très nombreux médicaments qui peuvent être oxydés par ces cytochromes P450. Vous verrez, on prendra quelques exemples. Donc, dans la réaction de phase 1, qu'est-ce que c'est? C'est une transformation chimique, donc on va transformer le médicament en un métabolite plus polaire en introduisant ou en démasquant des groupes fonctionnels. Comment est-ce que cela va se passer? Grâce à des réactions d'oxydation, de réduction ou d'hydrolyse. Et les réactions d'oxydation, qui sont les plus courantes, vont être en fait réalisées par une classe d'enzymes qu'on va appeler les cytochromes P450. Donc voilà pour les réactions de phase 1. Les réactions de phase 2, en fait, vous voyez, c'est plus court. Les réactions de phase 2, c'est une phase d'addition, c'est-à-dire que le médicament ou le métabolite de phase 1, donc les réactions de phase 2, je vais expliquer, peuvent avoir lieu sur des médicaments ou sur des métabolites qui ne sont pas suffisamment polaires, sont rendus plus hydrophiles par conjugaison, par addition d'un
substituant endogène, c'est-à-dire par addition d'une partie de molécules. On pourra avoir par exemple un groupement acétyl enfin, on va rester sur ce groupement acétyl comme exemple. Donc, je répète, les réactions de phase 2, ça va correspondre à quoi? Donc, les médicaments ou les métabolites de phase 1 vont être rendus plus hydrophiles par conjugaison avec des substituants endogènes. Donc, ça veut dire quoi? On va additionner, donc on va pas le foie additionne un substituant endogène sur les médicaments ou les métabolites de phase 1. Voilà pour les deux explications. Alors, la vidéo devient longue, donc je vais un peu accélérer. Si on continue, je vais essayer de résumer un peu tout ce qu'on a dit et voir comment cela se déroule. Donc, je vais faire un petit dessin. Voilà. Je vais mettre là parce que j'aurai pas assez de place alors. Voilà. Voilà. Donc ici, on va voir la phase 1. Et ici, la phase 2. D'un côté, je vais avoir mon médicament. Ah, ce médicament-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va passer à travers le foie. Hop là. Donc ça, c'est mon ami le foie. Voilà. Et on va regarder ce qu'il va lui arriver. Alors, quand même, une petite chose. On a deux choses. On a l'effet de premier passage. Ça, je vous le demanderai de le définir avec vos termes, je vais l'expliquer. L'effet de premier passage, en fait, c'est suite à l'absorption péros d'un médicament. Ce médicament va être absorbé au niveau du système porte, du système sanguin porte, et 100% des molécules de médicaments qui vont être absorbés péros vont passer dans le foie avant de se retrouver dans la circulation générale. C'est-à-dire que 100% des molécules seront susceptibles, je dis bien que toutes les molécules ne vont pas se faire métaboliser, seront susceptibles de se faire métaboliser. Ça, c'est l'effet de premier passage. Ensuite, comment ça se fait dans l'organisme? On va imaginer que le médicament a pénétré et distribué dans l'organisme, dans la circulation sanguine. C'est-à-dire que le sang va passer dans le cœur, ressortir via l'aorte, et après, qu'est-ce qu'on a? On a une petite bifurcation sur l'artère hépatique. C'est-à-dire que une partie de la circulation générale va passer par le foie. Le reste va être emmené dans l'organisme. Et cette partie qui va passer par le foie
les molécules, il y a des médicaments dedans, et une partie de ces molécules vont être métabolisées. Donc en fait, à chaque fois que le sang, à chaque tour de sang, à chaque passage du sang dans le foie, une partie des molécules du médicament seront métabolisées. Donc ici, on va dire que j'ai 100% de molécules. Vous êtes d'accord? Ici, j'ai 100% de médicaments. Alors, dans le médicament peut par exemple se faire métaboliser dans la phase 1, donc on aura un métabolite. Et puis, plus rien, parce qu'à la sortie, qu'est-ce qu'on va avoir? On va se retrouver dans le sang et ensuite dans l'urine ou dans la circulation générale. Donc mon métabolite, une partie du médicament est transformée en métabolite et puis plus rien. Voilà. Et il va dans le sang et comme c'est un métabolite, il va aller en partie dans l'urine. L'autre chose qui peut arriver, c'est que on va avoir un métabolite, hop, excusez-moi, un métabolite. Ensuite, on va avoir un conjugué. Donc le métabolite va se faire ensuite conjuguer. Et il va aller dans le sang. Une autre situation, c'est que, hop, excusez-moi, il va, par exemple, ne se faire que conjuguer. Ou alors, ça reste quand même la majorité des médicaments et va rien se passer. Donc, cette partie-là va aller dans la circulation générale. Donc, j'ai pris les petits pourcentages. On va dire que pour chaque tour, on a, par exemple, si c'est vraiment des ordres de grandeur, c'est pour vous donner une idée, hein, on a 80% de la molécule du médicament qui ne subit pas de phase 1 ni de phase 2. Ça va? C'est-à-dire que la majorité du médicament ne se fait pas métaboliser tout de suite. Si c'était le cas, le médicament ne serait absolument pas actif. Ça va pour ces petites idées. Donc, je répète, le médicament peut subir une phase 1, une phase 2, une phase 1, une phase 2. À ce moment-là, le médicament était métabolisé. On obtient des métabolites de type 1, de type 2. Et ça va donner quoi? Ça va diminuer l'activité du médicament, bien entendu, et ça va augmenter sa vitesse d'excrétion. Mais la majorité du médicament n'est pas métabolisé. Il faudra qu'il passe plusieurs fois. Et à chaque fois que le médicament passe dans le foie, on va avoir juste 20% de ce médicament qui sera métabolisé. Donc voilà pour la petite histoire sur le métabolisme. Alors, je vais terminer en présentant les modifications du processus de métabolisation. C'est une leçon qui n'est pas évidente, hein. On va avoir d'un côté ce qu'on appelle l'induction enzymatique. Ça va être quoi? Que certains médicaments augmentent l'activité des enzymes métabolisant d'autres médicaments. Je vais essayer de m'expliquer. Je vais revenir à mes petites feuilles, hein.
Alors, pour l'adduction enzymatique. Je vais relire la définition. Certains médicaments augmentent l'activité des enzymes métabolisant d'autres médicaments. Donc l'adduction enzymatique, certains médicaments augmentent la synthèse ou l'activité d'enzymes responsables du métabolisme enzymatique. Ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire que, par exemple, j'ai le médicament, on va l'appeler le médoc A, augmente l'activité du cytochrome P450 pour le médoc B. Qu'est-ce que fait le cytochrome P450 sur le médoc B? Il va le métaboliser. Si j'augmente l'activité de ce cytochrome P450 pour B, ben je vais augmenter la vitesse et la quantité de médicament B qui sera métabolisé. Donc, le médicament A diminue la quantité, la concentration plasmatique du médoc B dans le sang. Car il produit une adduction enzymatique. Alors, l'inhibition enzymatique, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui vont diminuer l'activité enzymatique par rapport à un autre médicament. Donc le A va diminuer l'activité enzymatique par rapport au composé B, c'est-à-dire à ce moment-là que la concentration du médicament B dans le sang sera plus élevée. Voilà. Et ces adductions enzymatiques et inhibitions enzymatiques, on les retrouve dans le répertoire commenté des médicaments. Je vous invite à aller les voir. C'est au début de ce répertoire commenté. Et on en rediscutera un peu plus tard. Je vous mettrai des petits exercices à faire là-dessus. On se retrouve en classe. Merci et à bientôt.